Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on voyait les principes fondamentaux du réseau, hein. Je voulais vous apprendre les concepts de base et dans la façon tout simplement dont les ordinateurs communiquent entre eux et les types de faiblesses qu'on peut rencontrer au niveau du réseau. Rechercher les vulnérabilités, hein, il faut falloir se familiariser avec ses compétences, les méthodes de recherche, comment utiliser, exploiter les applications, comment exploiter les systèmes vulnérables. Donc on avait vu la reconnaissance passive, on avait vu la reconnaissance active, on a vu la découverte de l'hôte en direct, hein, via Nmap, Host Discovery comme on dit en anglais, l'analyse de ports de base, l'analyse avancée des ports et on va voir dans cette dernière vidéo l'analyse Nmap post-port, hein. On va essayer de comprendre comment on peut tirer parti de Nmap pour la détection des services et des systèmes d'exploitation et surtout utiliser le NSE, qui est le Nmap Scripting Engine, le moteur de script Nmap et comment on peut enregistrer les résultats. Ok, parce que très souvent, on aura besoin de garder les résultats sous la main, hein. Ensuite, je vous ai parlé des protocoles. Je vous ai fait deux vidéos sur les protocoles et les serveurs. On a vu les protocoles courants tels que HTTP, FTTP, POP3, SMTP, la totale en fait, hein. IMAP également. Et on a vu comment on pouvait atténuer les risques, hein, d'attaque contre les mots de passe et le trafic en clair en utilisant quoi concrètement? En utilisant SSL TLS. Ok? Donc on termine. Je vous fais le dernier module. J'espère que va vous plaire. Je suis connecté au VPN et c'est parti. Ok. Donc, dernier cours, hein, pour Nmap. Je crois que c'est au nombre de 6 vidéos, hein, si je vous dis pas de bêtises. Il y a 4 vidéos pour la première partie, une vidéo pour la deuxième, une vidéo pour la troisième, 5 vidéos, enfin 5 vidéos. Non, 9 vidéos et 5 modules différents. Ok? Donc, Live Host Discovery, 4 vidéos. Basic Port Scan, une vidéo. Advanced Port Scanning, une vidéo. Et là, je vais essayer d'aller vite et de vous faire la vidéo pour le dernier module qu'on appelle le post-port. Ok? Donc c'est parti. Maintenant, vous devriez être familier. Je laisse toujours la page en anglais pour les anglo-saxons qui suivent ma chaîne. Il y en a quelques-uns. Ok? Et pour les français, vous avez juste à m'écouter. Donc cette salle est la dernière, hein, de la série Nmap, qui fait partie du module d'introduction à la sécurité. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va voir? Dans cette salle, on va se concentrer sur les étapes qui suivent l'analyse de port, en particulier la détection des services, la détection du système d'exploitation, le moteur de script Nmap, comme je vous le disais, et l'enregistrement de l'analyse. Ok? Donc, on a appris comment Nmap pouvait énumérer les cibles, découvrir des hôtes en direct, utiliser le DNS inversé, un reverse DNS pour trouver les noms intéressants, hein. Maintenant, on va focaliser après les deux salles où on a vu euh, l'analyse de ports de base et l'analyse avancée des ports Nmap. Aujourd'hui, dans cette dernière salle, qu'est-ce qu'on va voir? On va comprendre comment détecter les versions des services en cours d'exécution sur tous les ports ouverts, détecter le système d'exploitation en fonction de tous les signes révélés par la cible, exécuter un traceroute de Nmap, exécuter des scripts Nmap sélectionnés, ces fameux NSE qui utilisent le moteur Nmap, hein, de scripting, et ensuite enregistrer les analyses, les résultats de l'analyse dans différents formats. Ok? Donc, je pars du principe que maintenant vous êtes à l'aise avec Nmap et on va voir tout de suite la détection de service. Ok. Donc, une fois que Nmap a découvert les ports ouverts, vous pouvez sonder le port disponible pour détecter le service en cours d'exécution, une enquête plus approfondie sur les ports ouverts et une information essentielle, car le pentester peut l'utiliser pour savoir s'il existe tout simplement des vulnérabilités connues du service. Alors, je vous ferai une autre salle qui s'appelle Vulnerabilities 101, hein, pour en savoir un peu plus, hein, comment rechercher dans les bases de données façon scriptique qui dit les services vulnérables.
Sinon, plus sérieusement, en additionnant SV1, donc là, on va jouer sur tous les switches, tous les flags, vous devez les connaître par cœur, ni plus ni moins. Donc si on ajoute SV à notre commande Nmap, elle collectera et déterminera les informations de service et de version pour les ports qui sont ouverts sur la machine. On peut contrôler l'intensité avec le version-intensity level. Alors, un peu comme l'été qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, on a l'intensité qui va de 0, hein, le plus léger, à 9, le plus complet. OK? Et on peut utiliser le SV, qu'on utilise très souvent, qui veut dire version light. OK? C'est une intensité de 2, tandis que le version all a une intensité de 9. OK? Donc, vous avez plusieurs arguments à passer à la commande nmap pour affiner, hein. Donc le SV, concrètement, bah, il est important de noter que l'utilisation de -SV forcera Nmap à poursuivre la négociation TCP 3 voies et à établir la connexion, hein. Et qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Non, justement, hein, la dernière voie, le flux way and check, on fait du two way and check et après on lui balance du RST, du reset au niveau du flag TCP, ok, au niveau de l'header. Parce que on ne veut pas établir la connexion, on veut rester le plus furtif possible. Mais c'est possible de le faire et l'établissement de la connexion est nécessaire car Nmap ne peut pas découvrir la version sans établir une connexion complète. Ok? Donc pour savoir si un port est ouvert, à la limite, vous pouvez lui envoyer un RST, un reset. Mais si vous avez besoin d'énumérer, hein, pour rappel, la reconnaissance et l'énumération, c'est deux choses totalement différentes. La reconnaissance va me permettre de savoir, de connaître la surface d'attaque, ok, et les ports ouverts. L'énumération va également me permettre de savoir la surface d'attaque, mais les services également qui tournent, ok. Donc les deux, on ne peut pas dissocier en fait la reconnaissance et l'énumération. Les deux vont de pair, ok. Puisque je vous ai toujours dit, c'est la phase la plus chronophage, mais une bonne phase de reconnaissance et d'énumération vous permettra d'avoir une vision objective sur la surface d'attaque. En découleront les vecteurs d'attaque que vous allez trouver pour attaquer l'infrastructure. Le SI, le système d'information, le serveur, le client, je m'en bats les couilles. Ce que vous voulez, mais faites-le bien. Ok? Donc en d'autres termes, l'analyse SYN furtive, SS, ok, n'est pas possible lorsque on utilise le SV, ce qui est un petit peu logique, puisque le SYN, hein, le SYN furtif, SYN TCP, envoie un RST. Alors que l'ESV, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait la TCP en trois voies, aka SYN, SYNAC, ACK. Ok? Alors que quand on fait un SS, au lieu d'avoir le SYN, SYNAC, ACK, on a le SYN, SYNAC, reset, ACK. Ok? Donc la sortie de la console ci-dessous montre une simple analyse SYN furtive avec le fameux SV. On l'utilise ici. Ok? Donc je vais vous mettre ça sous les yeux et on continue. Donc l'ajout de l'option "-SV conduit à une nouvelle colonne dans la sortie indiquant la version de chaque service détecté, hein. C'est techniquement, c'est ce qui est ici. D'accord? Et l'établissement de la connexion est nécessaire à Nmap, hein, donc il faut vraiment forcer, hein, cette connexion en trois voies. Sinon, bah, vous aurez euh, une analyse morcelaire, fragmentaire. Ok, elle ne sera pas complète. Donc dans l'exemple ci-dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le TCP en 22 est ouvert, donc le SSH, hein, on voit bien le 22 TCP SSH. On voit que c'est du Debian, on a le protocole, et on sait que c'est du Open SSH en 6.7 P1. Ok? Donc on obtient toutes ces informations. Et notez que le protocole SSH, on le devine, hein, comme le service, car bah, le TCP/22 est ouvert. Nmap n'a pas eu besoin de se connecter au port 22 pour le confirmer. On part sur le principe que ce sont des ports de base. Ok? Mais bah, parfois, vous le savez, les administrateurs système vont changer les ports. Dans ce cas-là, bah, il faudra se connecter au port pour confirmer son identité et confirmer que c'est bien le service qui tourne sur tel ou tel port. Ok? Donc toutefois, le "-SV, euh, il faut quand même qu'il se connecte. Ok?
il faut qu'il se connecte pour cette fameuse technique dont je vous ai parlé, qu'on appelle récupérer la bannière de service. Donc, banner grabbing, hein, et toutes les informations de version qu'elle peut obtenir. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a fait du banner grabbing sur le port 80, puisqu'on sait que c'est un serveur Nginx, 6.2, qui tourne dessus. Par conséquent, contrairement à la colonne de service, la colonne de version, ok, n'est pas une supposition. Donc là, on est sûr, hein, service, on devine, ok? On part du principe que. Donc ça, c'est bien, il va falloir après affiner, hein, avec différentes techniques pour faire correspondre ce qu'on veut, nous, c'est quoi? C'est connaître l'état, connaître le port, connaître le service et la version associée, ok? Ni plus ni moins. Donc, notez qu'il y a de nombreuses options Nmap qui nécessitent des privilèges root, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous êtes sudoer, vous me faites un petit sudo. Sinon, comme moi, vous passez root et vous vous emmerdez pas. OK? Mais rappelez-vous que Nmap, en tant que utilisateur local sans privilège, vous allez être limité à du TCP, hein. Du TCP classique, hein, TCP contrôle. Tout le reste, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. OK? Donc là, on a démarré la machine cible, on va venir l'attaquer, enfin, pas l'attaquer à sens propre, mais on commence à faire du scan de port sur la machine. Et vous savez, si vous avez vu les précédentes vidéos, c'est le début d'une cyberattaque. Donc, techniquement, c'est du scan actif et c'est totalement interdit si la machine ne vous appartient pas. OK? C'est pour ça que c'est considéré déjà comme de l'offensif, hein, puisqu'on va venir interagir activement avec notre cible, par opposition, à l'Intel Gathering et au Passive Recon, à la reconnaissance passive, où on va se servir des réseaux sociaux, en tout cas d'intermédiaires, pour récupérer des informations de façon indirecte sur notre cible. Donc là, on nous demande quelle est la version détectée pour le port 143. Eh ben, on va venir tester. OK? Donc, adresse IP, on s'ouvre un terminal, je passe en route. Qu'est-ce qu'on fait? Nmap, hein, notre programme, sudo si vous êtes par route, comme moi, SV, et on veut quoi? On veut la version light. OK? Et on lui donne l'adresse IP. Donc on va voir pour le port 143. Qu'est-ce qu'il nous trouve? 143 IMAP Dovecot. OK? Donc ça c'est le nom du service. D'accord? Et quel service n'avait pas de version détectée? Version vide. Donc, le service, c'est le bind RPC. D'accord? Donc ça, c'est le paramètre version light. OK? Maintenant, on va creuser un peu plus, hein, la détection du système d'exploitation et les traceroutes. Maintenant que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, allez voir mes vidéos, allez voir la playlist réseau. C'est les vidéos que j'ai sorties il y a quelques jours, cette semaine ou la semaine dernière. Je sais plus. On est quoi? On est lundi, c'est férié. C'était la semaine dernière. OK? Donc, on continue. Détection du système d'exploitation. Comment ça se passe? Eh bien, techniquement, hein, on a Nmap. On peut lui demander de détecter le système d'exploitation, hein. Il peut tout à fait le faire en fonction de son comportement et en fonction des signes révélateurs. Nmap, grâce à son moteur de scripting, va pouvoir détecter le système d'exploitation. Alors, la détection du système d'exploitation, on peut lui demander via un switch qui s'appelle tirer grand O, hein, O majuscule comme OS. OK? Donc, dans cet exemple, techniquement, on a fait un Nmap, on a demandé un SYN scan, OK, furtif, un SS, et on lui fait tirer grand O pour détecter le système d'exploitation.
ok? Et là, en l'occurrence, il nous trouve un Linux 3. Quelque chose, ok? Et on devine un petit peu plus tard que c'est la 3.13, ok? Là, on voit la 3.13 confirmée, et en running, il devine, il nous dit, écoute, c'est une 3. Quelque chose. Donc, on voit techniquement que ça fonctionne. Je peux le faire également sur la machine. Qu'est-ce que je fais? Nmap, dyslexique. S, attention à la casse, tiret O, adresse IP. D'accord. Deux sauts pour arriver là-bas, nos ports qu'on a vus, et là, par contre, il a un problème. Il n'arrive pas, il nous dit, hein, il nous dit, si tu sais quel système d'exploitation tourne dessus, fais une soumission sur le site danmap.org. Ok? Mais là, il dit, écoute, j'ai pas d'informations assez précises pour te dire exactement quel OS c'est. Mais on voit quand même un petit x86-64. Là, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Hein. On sait que c'est du quoi? Du GNU, Linux, l'architecture c'est un x86, donc c'est quoi? C'est un PC ou un serveur, c'est pas un téléphone, sinon ça serait une architecture ARM, ok? Et il y a x86 underscore 64, tiré du bas 64. Donc c'est une architecture x86 au niveau du processeur 64 bits. Une architecture AMD 64. OK? Puisque cette architecture, je crois que ça date de 2004. Allez voir sur Internet, hein. Mais la première architecture AMD 64 bits, c'est AMD qui a sorti ça avec l'Athlon 64 XP. OK? Voilà. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok? Mais après, c'est à vous, avec vos connaissances connexes, de euh, affiner les informations que vous donne Nmap. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance. Nmap tout seul ne fera pas tout le boulot. C'est à vous d'interpréter les données, de raffiner l'information pour en extraire la quintessence des données, des informations qui sont pertinentes, qui vous serviront lors d'un engagement, d'une cyberattaque. Ok? On continue. Donc, ça, c'est détection du système d'exploitation. Là, si on reprend notre exemple, revenons sur un exemple qui a fonctionné, hein, on a le système que nous avons analysé, hein, et on a tenté de détecter sa version du système d'exploitation. On voit qu'il exécute un noyau, un kernel 3.16 au niveau du noyau Linux. Nmap a fait une supposition, hein, mais Nmap, comme je vous le disais, peut se tromper. Hein. Donc, dans un autre cas, nous avons scanné un système Fedora Linux avec un noyau 5.13.14. Cependant, Nmap l'a détecté comme un 2.6. Donc, vous voyez, en fonction de l'architecture, il peut très bien arriver à trouver le bon résultat, autant il peut complètement se planter. Hein. Donc, ne prenez jamais pour argent comptant ce que vous dit Nmap. Il va falloir faire des tests complémentaires, hein, pour corréler les informations. Donc la bonne nouvelle, en fait, c'est que Nmap a détecté le système d'exploitation correctement, là, dans cet exemple. Hein. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que la version du noyau était fausse. OK? Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est pas parfait. Hein. Encore une fois, vous avez un cerveau, ça c'est à vous de le construire, de vous armer intellectuellement pour savoir ce qu'il faut faire. Mais les logiciels ne feront pas le boulot à votre place. Ils sont là pour vous aider, ni plus ni moins. Et encore une fois, il faut toujours prendre du recul, ne jamais prendre pour argent comptant. Le logiciel peut se tromper, ok? Et il se trompera souvent, ok? Donc, soyez-en conscient. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas naïfs, ok? C'est pour ça que c'est à vous d'avoir toutes ces connaissances pour corréler les informations.
Donc la détection du système d'exploitation, elle peut être très pratique, mais de nombreux facteurs peuvent affecter sa précision. Tout d'abord, Nmap doit trouver au moins un port ouvert et un port fermé sur la cible pour faire une supposition fiable. En outre, les empreintes digitales, qu'on appelle le fingerprinting en anglais, du système d'exploitation invité, eh ben, elles peuvent être déformé en fait, hein, en raison de l'utilisation croissante de la virtualisation et de technologies similaires. Techniquement, on va compartimenter, on va containeriser, on va virtualiser, et des fois, bah oui, ça pose problème. Alors, vous attaquez une machine physique, ça peut être extrêmement fiable. À partir du moment où vous attaquez des machines virtuelles ou des conteneurs, ça peut être moins fiable. OK? Donc, un grain of salt, comme on dit en anglais. Prenez ça, hein, c'est avec un grain de sel, ok? Il peut toujours y avoir des dysfonctionnements. Soyez-en conscients. C'est aussi simple que ça. Passons au traceroute. Ok, le traceroute, je reviendrai pas dessus. Maintenant, vous devez parfaitement connaître ce qu'est un traceroute, tracert sous Windows. Ok, donc à quoi ça nous sert techniquement? Eh ben, Nmap se sert de la commande traceroute pour trouver les routeurs entre vous et la cible. Hein, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser cette commande. Ok, et si je reviens dans mon exemple, il l'a déjà fait. Je l'ai là. Deux sauts. Ok, donc, il y a quoi? Bah, il y a deux routeurs entre quoi? Entre ma machine et les serveurs de TryAcme situés en Angleterre. OK? Revenons. Donc, la traceroute. En fait, Nmap a ajouté une traceroute à ses résultats d'analyse. Notez que chaque traceroute de Nmap fonctionne légèrement différemment du traceroute, en fait, hein, qu'on retrouve sur Linux et Mac OS et du tracert qu'on trouve sous Windows. Hein. Donc, typiquement, Traceroute, qu'est-ce qu'il fait lui? Il utilise un paquet avec un faible TTL, ok? Donc un time to live. Et il continue de l'augmenter, de l'incrémenter jusqu'à qu'il atteigne la cible. Le traceroute de Nmap, lui, commence par un paquet de TTL élevé et il décrémente, ok? Donc c'est pas du tout la même approche, hein. Dans un sens, le traceroute normal incrémente, celui de Nmap décrémente. Ok? Donc, soit plus un, là, nous, avec Nmap, ça sera moins un. Ok? Donc, on part typiquement avec un TTL de 64 kilooctets, 64 bytes. Ok? Et il décrémente à partir de là. Donc, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? On a, encore une fois, on utilise l'ESS, hein? Donc, un signe furtif en TCP et on lui demande l'argument traceroute. Ok? Et qu'est-ce qu'on peut voir? Bah là, il y a un unique saut avec un RTT, un Round Time Trip de 1,48 millisecondes. Du routeur, pardon, qui est concerné. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Et bah, il convient de mentionner que de nombreux routeurs sont configurés pour ne pas envoyer d'ICMP Time to Live qui sont dépassés. Donc tous les TTL dépassés, vous aurez typiquement, hein, quand on fait la commande en dehors de Nmap, vous savez qu'on se retrouve avec des astérix. Hein. L'astérix, le wildcard, signifie que le routeur est configuré pour ne pas vous envoyer le time to live dépassé. OK? Et typiquement, ça nous empêche de découvrir les adresses IP des routeurs qui font les sauts, qui nous permettent de nous connecter à la machine distante. OK? Donc c'est un moyen de protection, d'offuscation de leur part. OK? Et nous, ça nous met des bâtons dans les roues puisque on ne connaît pas les adresses IP des routeurs qui sont concernés. OK? Et ça, je vous redirige vers la salle qu'on a faite ensemble sur la reconnaissance active dans la matrice. OK? Donc maintenant, on va répondre à quelques questions pour voir si vous avez bien compris et moi de même. Donc si on lance Nmap avec le O, hein, donc pour découvrir l'OS sur la machine, qu'est-ce qu'il nous détecte? Bah, je crois qu'on l'a fait. Hein. Oui, on l'a fait. Lui, il nous détecte quoi? Eh ben, il sait pas trop. Il sait pas trop, il sait pas trop. On avait vu qu'il nous donnait quoi? Euh, un Linux, hein. Ni plus ni moins. On n'a pas plus de détails. D'accord? Ensuite,
Voyons le NSE, ok? Parce que ça, c'est la partie la plus dense. Vous avez une bonne centaine de scripts qu'il va falloir utiliser, savoir comprendre en fait, hein. Et un script, c'est quoi? C'est un morceau de code qui n'a pas besoin d'être compilé, ok? Donc en d'autres termes, il reste dans sa forme originale lisible par l'homme et n'a pas besoin d'être converti en langage machine, hein. C'est exactement ça qu'on appelle un script, ok? Si vous n'êtes pas familier. Donc, je vais terminer la machine. Je rafraîchis la machine. Donc, voyons cette partie. C'est très important. Donc, de nombreux programmes fournissent des fonctionnalités supplémentaires via des scripts, hein. De plus, les scripts permettent d'ajouter des fonctionnalités personnalisées qui n'existaient pas via des commandes intégrées. De même, en fait, Nmap prend en charge des scripts utilisant le langage Lua, Lua, faisant partie de Nmap, le Nmap Scripting Engine, aka NSI, NSE, est un interpréteur Lua qui permet à Nmap d'exécuter des scripts Nmap écrits en langage Lua, comme vous l'avez compris. Cependant, nous n'avons pas besoin d'apprendre le langage Lua pour utiliser les scripts Nmap, et c'est ce qui en fait toute sa puissance. Donc par défaut, Nmap peut facilement, hein, contenir plus de 600 scripts. Quand je vous disais une centaine, j'étais loin du compte. Jetez un coup d'œil, hein, on va aller le voir, on va se balader. Quoi? On a Nmap, ok? Là-dedans, on a quoi? On a ça, super, mais nous, c'est les scripts qui nous intéressent, ok? Et là, on en a un petit peu, je crois. Ok, on en a. Il y a ce qu'il faut, comme dirait l'autre. Hein? 5020. Donc voilà, amusez-vous. 600, je crois que ça fait un moment que la salle a été écrite. Ok, on a 5000 scripts. Voilà, ça me paraît beaucoup, 5000. Non, il n'y en a pas 5000. Tant pis. Il me dit 5000. Il me dit 5000, cette tête de mort. Ok, donc, techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut spécifier d'utiliser l'un ou l'autre ou même des groupes de scripts installés, hein. De plus, on peut installer d'autres scripts d'utilisateurs ou utiliser nos propres scripts pour nos analyses. Toute la puissance du moteur NSE, c'est de pouvoir ensuite, quand vous serez compétent, écrire vos propres scripts. Mais là, on va parler des scripts par défaut, en fait, hein. On peut choisir d'exécuter les scripts dans la catégorie par défaut en utilisant cet argument. Ok? On va utiliser script equal default. Ok? Ou, vous l'avez vu souvent dans mes captures de flag, le fameux SC. Ok? Script par défaut. Ok? Donc, en plus de la valeur par défaut, les catégories incluent, on a du out, du broadcast, du brut, du default, du discovery, du DOS, de l'exploit, de l'external, du fuzzer, hein. On a vraiment une pléthore de choix, hein. Et c'est toute la puissance. Ok? Donc, à vous, après, de jongler là-dessus, hein, là-dedans, hein. Du fuzzer, de l'intrusive, du malware, du safe, du version, du vun, bref. Une brève description est présentée dans le tableau suivant. Ok? Donc, on commence par auth. Auth comme authentification. C'est tous les scripts qui sont liés à l'authentification. Ensuite, le broadcast. Broadcast, je redirige tous les messages de diffusion à toutes les machines. C'est ça que me permet sur le réseau le broadcasting. Je découvre tous les autres en envoyant des messages
de diffusion. Ensuite, on a la brute, brute comme brute force, attaque par force brute. J'effectue un audit de mot de passe par force brute par rapport aux différentes connexions qui sont présentes. Le SC, maintenant vous le savez, c'est les scripts par défaut. Un tiret SC égale défaut. Ensuite, on a le discovery, découverte. Hein, ça, on l'a vu. Récupérer des informations accessibles telles que des tables de base de données ou des noms DNS. OK? Je redescends. Ensuite, on a le DOS, aka Denial of Service. Déni de service, ça va détecter les serveurs vulnérables au déni de service. On a la partie exploit, exploit, tentative d'exploitation de divers services vulnérables. On a external, externe, hein, vérification à l'aide d'un service tiers tel que virus total, géoplugin, etc., etc. Hein, on va faire appel typiquement à un appel vers une API, hein, une interface de programmation. Ensuite, on a les faiseurs. Faiseurs, on va faire du fuzzing. OK? Qu'est-ce que le fuzzing? C'est un moyen de tester un ou des milliards de possibilités de façon manuelle ou automatique. Le but est de comprendre la logique, hein, d'une application web en la faisant. Et en faisant, je vais trouver des failles intrinsèques ou pas. OK? Donc le terme de fuzzing, c'est une fois qu'on a fait notre reconnaissance et notre énumération, on va aller fuzzer, hein, pour comprendre à la fois la surface d'attaque et comprendre les vecteurs d'attaque qui pourraient être associés. OK? Intrusive, donc intrusive, hein, comme on le traduira en français, ce sont des scripts intrusifs tels que les attaques par brute force ou d'exploitation, typiquement via une RCE, Remote Code Execution. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Malware. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des portes dérobées. Ensuite, on a safe, c'est les scripts sécurisés qui ne bloqueront pas la cible. On a version qui nous permet de récupérer euh, la version safe, je vous ai dit quoi? Scripts sécurisés qui ne bloqueront pas la cible, oui, donc les plus secures, hein, on risque pas de faire tomber en carafe ou en rideau le serveur qu'on est en train de scanner, parce que attention, certains scripts peuvent planter le serveur, hein, que vous attaquez. Donc attention à ça. Récupérer les versions de service, extrêmement utile. Vous savez qu'on s'en sert constamment. Et enfin, le vuln comme vulnerabilities, vulnérabilité. On va cette fois-ci vérifier les vulnérabilités ou exploiter les services vulnérables. Ok? Donc ça, pareil, j'espère que c'est bien clair. Alors, certains scripts appartiennent à plus d'une catégorie, hein. Naturellement, il n'y a pas une zone bien délimitée, vous le savez, comme tout en informatique, hein. Certains, bah, seront à cheval entre deux, ou plus. De plus, certains scripts lancent des attaques par force brute contre des services, hein, tandis que d'autres lancent des attaques DDoS ou DOS et exploitent ces systèmes. Par conséquent, il est crucial d'être à la fois prudent et d'avoir une bonne connaissance des scripts à utiliser si vous ne souhaitez pas, comme je vous le disais, bloquer les services ou les exploiter sans le vouloir, hein. Et si vous faites un test d'engagement, assurez-vous d'avoir les accréditations pour pouvoir attaquer tel ou tel service, hein. Puisque une phase de reconnaissance, c'est une chose, une énumération, c'est une chose, mais quand on passe à l'exploitation ou au brouillage, hein, au déni de service actif, là, on rentre dans des choses qui auraient un impact réel, hein, pour le client. OK? Donc, ne faites pas ça en dilettant, hein. Il faut vraiment penser, réfléchir à ce qu'on fait. OK? C'est pour ça que on va pas y aller comme un bourrin. Il faut utiliser son cerveau, il faut bien connaître les outils qu'on utilise. Donc là, on va utiliser une analyse SYN, hein, Stealth SYN, sur le 10.10.226.46. On va exécuter les scripts par défaut. Et pour ce faire, je vais faire un tiret petit s grand S, tiret petit s grand C et l'adresse IP de la machine. Le tiret SC garantira que Nmap n'exécutera que les scripts par défaut. Après l'analyse SYN, de nouveaux détails apparaîtront et on va jeter un coup d'œil, on va se focaliser sur le port 22, donc le SSH. Et vous verrez que Nmap arrive à récupérer 4 clés publiques
liés au serveur en cours d'exécution. Prenons un autre exemple, on a le port HTTP lié au port 80, enfin le protocole HTTP lié au port 80, et Nmap a récupéré le titre de la page par défaut en faisant du banner grabbing. Ok, il a récupéré la bannière via du telnet ou via une requête simple, hein. On peut faire un curl, on peut faire plein de choses. Donc on voit que la page a été laissée par défaut. Typiquement, si c'est du Linux, on va se retrouver sur la page par défaut du serveur Apache 2, ok, ou Nginx. Qu'est-ce qu'on a? On a nos clés, ok, et on récupère, là c'est la partie IMAP, serveur de messagerie, et pour HTTP, on voit bien qu'on est sur du Nginx, et c'est le message par défaut. Welcome to Nginx on Debian. Ok? Donc, ça, bah, on voit que ça marche, hein, et typiquement, on peut également spécifier le script par nom à l'aide de script-script name. Ok? Donc ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va affiner et utiliser tel ou tel truc, hein, où je peux utiliser un modèle tel que script FTP wildcard. Donc tout ce qui commence par FTP, tu vas me le tenter. OK? Et bien sûr, là-dedans, il y a un des scripts qui s'appelle FTP brut, qui va nous permettre de brut forcer. Donc l'erreur que font les néophytes, c'est de croire que Nmap est uniquement un outil de reconnaissance active et d'énumération. C'est faux, puisque avec le moteur NSE de script, on passe à l'attaque, hein. Si j'utilise FTP brut, je lance une attaque brute force sur le service. Donc là, c'est plus de la reconnaissance, c'est même plus de l'énumération. On commence notre cyberattaque. Donc, bien sûr, Nmap, la plupart des gens s'en servent pour scanner les ports, mais on peut également s'en servir pour de l'offensif, pur et dur. OK? Et si vous n'êtes pas sûr de ce que fait un script, hein, vous pouvez ouvrir un fichier de script dans n'importe quel lecteur de texte, hein. Utilisez less, more, gedit, vi, vim, nano, ce que vous voulez. Je m'en fous. Donc dans le cas de FTP brut, on va voir ce qu'il fait, mais il indique qu'il effectue un audit de mot de passe par force brute sur les serveurs FTP. Bah, ça nous rassure un petit peu, puisque c'est un peu ce que lui indique son nom. Ok? Euh, donc voilà, ça il faut en être conscient et jamais choisir par hasard en fait, hein. Prenez du temps, perdez du temps, mais comprenez ce que vous faites, hein. Ne soyez pas des script kiddie et assurez-vous que vous êtes autorisé à lancer de tels tests sur le serveur cible. Ok? Il est où mon FTP Brut? Alors, ls grep brut. Ok. On va prendre FTP brut. Yeah. 4 FTP brut. Donc, hein, définition des variables locales. Ok. Description. Hein, bah oui, oui, oui. Il va effectuer une attaque de brute force. Ok. Cartouche. Hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se base sur le port 21 FTP, ok, qu'on va venir extraire des logs Nmap, ok. Ensuite, on lance le script, hein, ça va utiliser là le driver, ça va créer une nouvelle fonction. On a besoin de quoi? Bah, typiquement d'un host, d'un port, ok. Ensuite, on a une autre fonction qui s'appelle connect, hein, qui va gérer le Brit socket layer, hein, le raw socket, en fait. Soit ça arrive à se connecter, soit ça dit, bah écoute, j'arrive pas à me connecter. Ensuite, on a quoi? On a une fonction, hein, qui va utiliser un tampon, utiliser du buffering et l'authentification typique en FTP. On a besoin d'un socket, on a besoin d'un buffer, on a besoin d'un utilisateur, on a besoin d'un mot de passe. Là, on commence à rentrer dans notre boucle logique. Ok? On a quoi? Bah, soit on a un code 530, soit on a un code 421, soit on a un code d'erreur. En fonction, j'affiche différents messages. Ok? Je vais dire, bah, écoutez, problème de socket, hein, durant le login. Ou bah, 421, non, non, vérifie ton mot de passe. Ok?
Pardon, 530, 421. Ouais, 530, pardon, password, 421, trop de connexion. OK? Si jamais il est floodé, typiquement, le serveur. Et après, bah, tout ça, c'est la partie pour le debug. OK? Et ensuite, concrètement, on va se connecter, hein, avec bah, l'utilisateur le passe, hein, et on va venir attaquer à partir bah, d'un dictionnaire. OK? Donc on a les fonctions, hein, pour la déconnexion. Tout ça, ça gère en fait le socket, hein, l'ouverture, la fermeture du socket. Et pareil, on va lancer le script via le driver qu'on a défini plus haut. Ça fait les opérations, hein, au niveau du moteur, et après ça nous retourne les résultats. Donc là, je vulgarise, hein. Vous avez bien compris. OK? Donc là, on voit concrètement notre fichier NSE, et c'est un script, il n'a pas été compilé, je peux le lire. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut faire, je sais pas, HTTP date, qu'est-ce que ça va faire? Alors là, c'est plus bénin, hein? HTTP date, il nous fait quoi? Ben, il récupère tout simplement la date et l'heure d'un serveur HTTP, hein? OK? Gets the data from HTTP-like services, also print how much the data differs from local time. Local time is the time the HTTP request was sent, so the difference includes at least the duration of one RTT. OK? Run time trip. Donc voilà, vous avez le truc, allez regarder ce qu'il fait, comment ça fonctionne. Et c'est pareil, quand vous débutez, ça vous donnera des notions comment on programme tout ça. Et après, allez programmer vos propres trucs. OK? Allez faire un module qui fait quoi? Bah, qui concatène l'opération de HTTP date et sur un serveur HTTP, et qui va venir brute forcer un serveur FTP. OK? Donc comme ça, chaque fois que vous lancerez votre script, OK? Il va aller quoi? Requêter sur le port 80, vous donner l'euro d'attache, et dès qu'il trouve un serveur FTP, il va venir le brute forcer. Vous avez compris? Servez-vous du framework, hein, du quadriciel, tous ces scripts pour les conjuguer et faire votre petite popote. OK? Donc voilà, j'espère que c'est bien clair, et j'espère que maintenant vous voyez réellement, comme je vous le disais, la puissance de Nmap, hein. Nmap est un des meilleurs outils qu'on a jamais inventé, ni plus ni moins, hein. Il y en a d'autres, ok? On peut utiliser Zenmap, on peut utiliser Xmap, on peut utiliser, qu'est-ce qu'on a d'autre? Que je vous dise pas de bêtises. Enfin, il y en a un paquet d'autres en fait. On a Mascan, euh, mais Nmap reste une base sûre, hein. Donc, pareil, c'est pas une bonne idée d'exécuter un script d'un auteur que vous n'avez pas confiance. Attention, vous allez télécharger et utiliser des scripts Nmap à partir d'Internet. Comme tout, vous pouvez vous faire pirater, hein. D'où l'importance de ne pas être un putain de script kiddie, quoi. De comprendre ce que vous faites. Sinon, bah, vous allez vous faire poutrer. Et si en plus vous utilisez un script vérolé sur la machine d'un client lors d'un test d'engagement, vous allez véroler la machine. Vous allez vous retrouver au cachot, en prison. Et vous allez payer des indemnités à votre client. OK? Donc là, on ne fait pas les choses en dilettant. C'est pour ça que c'est pas en regardant Mister Robot ou en regardant quelques vidéos sur YouTube que vous allez comprendre ce que vous faites. Il va falloir mettre la main à la pâte, il va falloir comprendre ce qui se passe sous le capot. Et ça prendra du temps. Mais ça, depuis le temps que vous êtes sur ma chaîne, vous devriez le savoir. Je vous ai jamais vendu du rêve. Je vous ai toujours dit que le hacking, ok, l'offensif, c'est compliqué, c'est dur, ça prend du temps. Des années, je vous ai dit que c'est le travail d'une vie. Ok? Moi, je suis comme Churchill. Le seul truc que je peux vous promettre, c'est des larmes et du sang, et rien d'autre. La gloire, la richesse, ça c'est pour les autres. Moi, je vous promets que des larmes, que du sang. Mais si vous y arrivez, vous deviendrez des machines de guerre, ni plus ni moins. Ok? Donc, savoir que les scripts Nmap, hein, sont enregistrés dans user share Nmap script. Retenez bien cette arborescence. Ok? Et qu'est-ce que fait, par exemple,
hein, HTTP robots. Ok, vous savez qu'on a un robot.txt, robots.txt. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on va lui demander. Ok, je vais lui demander quoi? HTTP, c'est le protocole, et le robot, il doit être quelque part. Voilà, je l'ai là. Qu'est-ce que fait ce script? Ok, je ne sais pas lire le code, je m'en fous, je lis la cartouche. Description. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit quoi? Ok, je vérifie toutes les entrées désactivées dans le code, hein, dans le robot TXT, pardon, sur un serveur web. Ok, et plus le niveau de verbosité, donc avec le grand V ou le petit v ou le tiret VV, et le mode debug, -d, -dd, hein, plus vous serez en mode verbeux et en mode débugage, plus il y aura d'entrées désactivées qui seront montrées. Ok? Donc plus vous aurez d'informations qu'il faudra également trier. Là, ça, c'est des scripts fiables, entre guillemets. Ok, ils sont intégrés à Kali. Vous pouvez en télécharger d'autres d'Internet, mais ça va être extrêmement malicieux. Hein, il y a des choses. Vérifiez toujours ce que vous téléchargez, ni plus ni moins en fait. Ok? Et là, en plus, vous n'avez pas besoin de décompiler, de partir en bas niveau, de faire de l'assembleur. Ok? C'est un script. Vous pouvez le lire. Apprenez l'anglais, putain, et apprenez à lire le code. Ok? Sinon, bah, changez de métier. Faites autre chose. Ok? Donc, qu'est-ce que fait le script? Donc, c'est disallowed entries. Ok. Can you figure out the name for the script that check the remote code execution? Donc, pour la MS15 034. Donc, la CVE 2015 1635. Ok? Donc, comment on peut déterminer le nom du script qui vérifie la vulnérabilité du code à distance? Comment on peut faire ça? Ok? Bah, le premier truc, vous savez pas, allez voir cette putain de CVE, quoi. Faites de la reco dans la matrice. Google est votre ami. Ok? Ça, c'est quoi? Moi, je dis que c'est une faille HTTP. Allez voir. Ah ouais, HTTP 6. Ok? Ensuite, deuxième étape, on utilise son cerveau. Qu'est-ce que je vais faire? Ok? Elle est là-dedans. Comment je la trouve maintenant? Ok? Parce que des HTTP, il y en a plein. Ok? Ah, là je vois des CVE. Oh, d'accord. Et là je vois une 1635. Ok? Voilà. Corrélez les informations. Faites du recueil d'informations opérationnelles. Utilisez vos cerveaux pour trier l'information, hein, et comprendre. Comprendre. Mais si vous comprenez pas ce que vous faites, vous allez galérer, les gars. Ok? Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais si vous faites pas la démarche, personne la fera à votre place. Ok? Donc là, on est bon. Comment il s'appelle le script? Ok? On retire l'extension NSE et on est bon. D'accord? Donc, je sais même pas si c'est la bonne machine qui est lancée. On va partir du principe que c'est la bonne machine qui est lancée. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'utiliser le SC sur l'adresse IP et de vérifier le port 53. Qu'est-ce que le port 53? C'est une excellente question. C'est le DNS. Vous devez le connaître par cœur. Je répète, je répète, je répète. Pour que ça rentre dans vos petites têtes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir scanner la machine. Nmap. Ok? SC. Vu que c'est ce qu'ils veulent. On va prendre l'adresse IP. Port 53. Service down. Ah putain. Donc, je sais pas lancer la bonne machine. On va la terminer. Sûr que ça soit la bonne. Chut. Euh,
dis que le pare-feu, il est dans les choux. Et là, ça devrait un peu mieux le faire, je pense. Donc, 53. DNS and seed. OK. Brain version 9.9.5 dash 9 debut 19 Debian. OK. Welcome to Nginx. Donc, quel est le service d'écoute? Quelle est sa version complète? C'est là, 9.9.5.9. Et je pense qu'ils veulent le reste. On va voir, je pense. Ouais. Ok. Donc, sur la base de cette description, le SSH2-enum algo indique le nombre d'algorithmes pour le chiffrement au niveau de la compression, etc., qu'offre le protocole SSH2. Quel est le nom des algorithmes d'échange de clés qu'on appelle KEX algorithme, hein, donc KEX underscore algorithm, ok, qui se base, relies on, qui reposent sur le SHA-1, donc la fonction de hachage, et qui sont pris en charge par le 10.10.26.46. SSH2, donc port quoi? SSH, ok? Donc 22, et là on a quoi? On les a. Alors, lequel est le SHA? Ok, c'est quoi? C'est le SCD1. Là on est en 24, 256, SHA-1, très très bonne question. Alors là, je pense qu'il va falloir faire de la recon. Ok, mais comment je peux l'utiliser? On a vu que c'était quoi? Là, je sais pas. Parmi ça, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser le script. On va utiliser le script. Maintenant qu'on sait utiliser les scripts, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais quoi? Nmap? Ok? Je veux quoi? Un script? Le script, il s'appelle comment? Comme ça? Ok? Et j'ai mon adresse IP. Ok? C'était là, 10 69 50 55. Ok? Le kex, ils sont là. On a le script et il nous dit quoi? Il nous dit, bah voilà, il t'a 6 kex algorithmes. Et le chat un, il est où? Il est là. C'est le défi Hellman. Ok? Du nom des mathématiciens, pardon, qui ont trouvé. Diffie et Hellman. Ok? Et malheureusement, bah, le défi Hellman, il est très facile à craquer. Ok? Donc vous voyez comment on utilise nos connaissances, notre cerveau, et comment on l'applique à la matrice. D'accord? Maintenant, on va voir comment on peut sauvegarder le résultat. Ok? Parce que typiquement, on ira sauvegarder dans un CTF, on s'en branle un petit peu, mais quand vous ferez des engagements, ok? Des tests d'intrusion ou du red teaming, eh ben, il faudra sauvegarder les données. Ok? Donc, on va voir l'enregistrement de la sortie. Donc, chaque fois que vous exécutez une analyse Nmap, il est raisonnable d'enregistrer les résultats dans un fichier. La sélection et l'adoption d'une bonne convention de nommage pour vos noms de fichiers sont également cruciales. Mais ça, c'est la règle d'or dès que vous faites de l'informatique, en fait, j'ai envie de dire. Le nombre de fichiers peut rapidement augmenter et entraver votre capacité à trouver un résultat d'analyse que vous avez fait précédemment. Donc, on va respecter trois formats. Ok? Le normal, le grepable, hein, qu'on peut grepper, et le XML. Ok? Et il y en a un quatrième que je vous recommande pas,
c'est le script kiddie, ok? Donc voyons plus sérieusement le normal. Donc le normal, ok? Qu'est-ce que ça fait le normal? Comme son nom l'indique, le format normal est similaire à la sortie que vous obtenez à l'écran lors de la numérisation, de l'énumération. Vous pouvez enregistrer votre énumération, votre reconnaissance au format normal en utilisant le on, ok? Plus un nom d'affiché. N veut dire normal, ok? C'est typiquement ce qu'on voit là. On fait un 4 nmap et on a utilisé quoi? Le normal. N comme normal. D'accord? Donc là, ça l'enregistre tel quel. La preuve en est, on a fait un 4 sur le fichier qui sera enregistré au format Nmap. OK? Il y a d'autres formats, mais on va se focaliser dans cet exercice sur celui-ci. OK? Vous avez du Nmap, vous avez du Gmap, vous avez d'autres formats, au format XML notamment. OK? Voyons un peu le grepable, c'est le fameux Gmap, enfin JNmap, pardon. OK? Donc le grepable, eh ben, ça va être extrêmement utile puisque on va pouvoir utiliser des regex, on va pouvoir utiliser des grep, grep, et donc grep à la base ça veut dire quoi? Ça veut dire Global Regular Expression Printer, hein. Impression d'expression régulière globale. Ok? C'est ça que veut dire grep en fait, hein. C'est pour ça qu'on utilise le programme grep. Global Regular Expression Printer. Donc en termes simples, cela rend efficace le filtrage de la sortie de l'analyse avec des mots-clés ou des termes spécifiques, hein. On utilise tout le temps grep sous Linux, ok? Vous pouvez enregistrer le résultat de l'analyse dans un format qui est grepable, hein, vous m'excuserez pour l'anglicisme, à l'aide de OG, ok? Le G comme grep ou grepable, ok? Plus le finename, hein? Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est là qu'on va faire le OG, ok? Original Gangster. Donc la sortie de numérisation, plus sérieusement, affichée ci-dessous au format normal, est affichée dans la console ci-dessous en utilisant le format grepable. La sortie normale est de 21 lignes, cependant la sortie grepable n'est que de 4 lignes. La raison principale en fait est que Nmap veut rendre chaque ligne significative et complète lorsque l'utilisateur applique grep. En conséquence, une sortie grepable, les lignes sont longues et ne sont pas pratiques à lire par rapport à la sortie normale. Ok? Donc c'est tout l'intérêt, c'est qu'il va falloir après aller requêter dessus. Ok? Sinon, ça va être un méli-mélo. Mais là, il est cool, il nous le met en forme. Ok? Donc un exemple qu'on pourrait utiliser de l'utilisation de grep, on va faire grep plus un keyword, ok, un mot-clé, plus un fichier, un text file. Donc cette commande affichera toutes les commandes contenant le mot-clé fourni, ni plus ni moins. On va comparer la sortie de l'utilisation de grep à la sortie normale et vous allez voir les différences majeures. Vous remarquerez d'abord que le premier ne fournit pas l'adresse de l'autre. Ok. Un 6-2. Donc ça, c'est très gênant si vous passez au crible les résultats d'analyse sur plusieurs systèmes. Cependant, ce dernier fournit suffisamment d'informations telles que l'adresse IP de l'hôte dans chaque ligne, hein, pour le rendre complet. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein. On voit les différences et vous voyez que bah, si vous le mettez au format grepable, c'est sûr que, hein, vous allez un peu vous perdre. Mais on a les métadonnées importantes. OK? Donc là, on voit. Là, on fait un grep sur HTTP IP machine, Nmap. OK? Donc là, on voit les différences majeures. OK? Quelle est la différence? Bah là, je fais un grep sur quoi? Sur un fichier normal. Et là, je fais un grep sur un fichier grepable. Donc, extension gnmap. OK? Donc déjà, tout de suite, maintenant, vous savez la différence entre un fichier nmap et un fichier gnmap. OK? Le G veut dire grepable. OK? Et enfin, le XML et le script qui dit, on verra. Donc, le troisième, hein, c'est le format XML, en fait. Vous pouvez enregistrer de l'analyse au format XML via le X. Donc, on va faire un OX, OK? Plus le nom du fichier. Le format XML serait plus pratique pour traiter, pardon, la sortie dans d'autres programmes.
Typiquement, c'est extrêmement utile. Pourquoi? Pour faire une reconnaissance via Nmap et ensuite on va utiliser Maltego. OK? Et grâce à Maltego, on va charger en base de données, OK, notre analyse. OK? Et je vous montrerai, je vous ferai des vidéos comment on extrait les logs de Nmap, on les enregistre au fichier XML et après on va venir charger en base de données dans la base de données de Maltego le fichier XML et vous allez avoir une représentation graphique, visuelle au niveau du flow, ok, de l'architecture, des différentes machines et des différentes métadonnées qui sont liées, ok. Donc, cependant, bah, vous pouvez utiliser pour enregistrer la sortie de l'analyse le OA, ok, mais on a plusieurs formats en fait, hein. Donc, enregistrer la sortie de numérisation dans trois formats en utilisant OA à combiner pardon, avec ON, OG ou OX, ok? Pour normal, grepable et XML, ok? Donc OA, ça enregistre et après vous ajoutez celle que vous voulez, hein, pour que ça soit plus clair. D'accord? Et si vous ne précisez pas ni ON, ni OG, ni OX, typiquement, si vous mettez OA, ça fera un ON. Ok? Ensuite, le mode script qui dit, c'est le quatrième. Pour voir que ce format est inutile, eh ben, si vous recherchez en fait des mots-clés intéressants dans la sortie ou conserver des résultats pour une référence future, euh, ça ne sert à rien. Cependant, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer la sortie de l'analyse, afficher le nom du fichier de sortie et regarder, hein, devant les amis qui ne sont pas férus de technologie. Typiquement, ça ne va pas servir à un informaticien, mais ça fera classe devant des noobs qui diront putain, le mec, c'est un putain de script qui dit. Ok? Et ça se fout de vos gueules parce que ça met tout en lead speak. Ok? Parce que vous êtes un putain de hacker, quoi. Hein? Vous parlez couramment le lead speak. Ok? Voilà. C'est une fonction de troll. Ok? C'est vraiment un troll, c'est un easter eggs, on s'en sert jamais, ok? D'accord, c'est juste pour vous troller, ok? Donc, plus sérieusement, revenons à notre machine cible, ok? On va la démarrer et on va venir tester euh, et récupérer des rapports Nmap qui sont présents dessus. On va utiliser SCP qui nous permet quoi? Qui nous permet de transférer des fichiers en utilisant le protocole chiffré SSH sur le port 22. Putain, je vois que vous commencez à être vraiment à l'aise. OK? Et on va utiliser le nom d'utilisateur pentester et THM17577 en tant que mot de passe. On va vérifier les journaux Nmap qui sont joints et on va voir combien de systèmes écoutent sur le port HTTPS, quelle est l'adresse IP du système qui écoute sur le port 8089 et on aura terminé le cours. En tout, répertoire courant en exfil, yes. Ok, donc on a quoi? On a un JNMap, un grepable et un normal. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le grepable, on va s'amuser. Je vais faire un cap sur le scan G, Nmap, on grep et je vais prendre HTTPS. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On en a trois. Ok? Quelle est l'adresse IP du système qui écoute sur le 8089? Pareil, on va pouvoir grepper. Je prends le GNMap, ok? Et on va lui demander le 8089, ok? Et on a l'adresse IP, c'est le 172 17 20 14. 147, pardon, excusez-moi.
Voilà. Donc, je vous mettrai tout en description, hein, les commandes qu'on a vues. J'espère que maintenant c'est clair. On a appris à détecter les services en cours d'exécution et leur version, ainsi que le système d'exploitation haute. On a appris à activer le traceroute. On a vu comment on pouvait se servir d'un ou de plusieurs scripts pour faciliter les tests d'intrusion. On a couvert les différents formats pour enregistrer les résultats de l'analyse pour référence future. N'oubliez pas d'utiliser le mode script qui dit le plus important. Et le tableau ci-dessus vous résumera les différentes options qu'on a abordées dans la salle. Ok? Et je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Voilà, c'était la fin de ces cours sur Nmap. Maintenant, bah, le reste, apprenez-le tout seul. Moi, je serai plus là. Ciao, ciao, à très bientôt.